Et bienvenue dans l'émission politique de France Info. Une demi-heure ensemble comme tous les matins. Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur le canal 27 de la TNT. Et bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Autour de vous, comme tous les matins, Gilles Bornstein et Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est ancien député européen, fondateur d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour. Jacques Chirac, l'ancien président de la République, est hospitalisé depuis dimanche dans un hôpital parisien. Quel souvenir gardez-vous de l'homme politique Jacques Chirac ? Oh ben moi, le premier souvenir, c'est pas très drôle. C'est quand il a les négociations, le Grenelle, pas de l'environnement, le Grenelle le social vôtre, de les mai accords de 68, Grenelle. les accords de Grenelle, Il c'est était ça. conseiller de Georges Pompidou à l'époque. C'est ça, Premier c'est lui ministre. qui a fait le Grenelle. Il C'est fait lui. partie des gens qui ont fait le Grenelle. Oui, mais c'est lui qui a été vraiment. C'est 1968, c'est ça. Voilà, c'est lui qui a fait quand même, qui était à la. Mais vous l'avez rencontré à ce moment-là ? Vous êtes parlé Non, tous non, les moi deux ? j'ai Non, il rencontré était- qu'une fois quand il était D'accord. président rapidement, je l'ai jamais rencontré. Mais sinon, l'image que j'ai, Quel président, c'est oui. de président, c'est son mano la mano, enfin son amitié d'homme à homme, on peut dire comme ça, avec Schröder. C'est quelque chose d'assez fascinant. Qui vous a marqué ? Et- oui, ça m'a marqué, surtout que j'avais un copain, Fischer, qui était ministre des Affaires étrangères, qui me racontait, quoi. Et c'était un type, visiblement, qui était... Enfin, un type, ça se dit pas comme ça, un homme qui était très sympa. Par exemple, à un moment, dans une réunion, il demande à Fischer, votre fils, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un apprentissage de cuistot. Il lui dit, qu'il vienne faire un stage à l'Élysée. Et il l'a fait. Ah d'accord. Ouais, je veux dire, donc c'est un type qui est comme Une ça. humanité, quelque chose, Oui, voilà. quelque chose qui fait que les Français ont aujourd'hui pour Jacques Chirac de Oui, l'affection. après, l'homme politique avait quand même baissé dans leur estime, mais le personnage est resté dans l'estime des Français. La France s'avance vers l'élection présidentielle qui aura lieu au mois d'avril et de mai 2017. Dans le débat aujourd'hui, cette question difficile et lancinante des migrants, Nicolas Sarkozy était à Calais hier et on écoute l'ancien président de la République. Qu'est-ce que nous propose ce gouvernement ? Régler le problème de la jungle en répartissant les migrants partout en France. Et dans 6 mois, quand les 11 000 seront répartis partout en France et que d'autres seront revenus, qu'est-ce qu'on fera ? Je ne veux pas qu'on laisse tomber Calais. Les migrants qui veulent aller en Angleterre, c'est les Anglais qui doivent instruire leur dossier et c'est les Anglais qui doivent ouvrir un hotspot en Angleterre. Que faire face à ces migrations importantes auxquelles l'Europe est confrontée ? On ne sait pas trop, Daniel Cohn-Bendit. Alors, deux choses. D'abord, moi, je trouve que là, Nicolas Sarkozy, une fois n'est pas coutume, a raison. C'est à l'Angleterre de régler le problème, mais il devrait dire que c'est lui qui a fait les accords de Touquet. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il n'explique pas que c'est lui qui a signé les accords de Touquet quand il était responsable en France. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les Anglais veulent quitter l'Europe, donc il n'y a aucune raison que la France fasse la frontière. douane et prennent des ferries et disent, voilà, à ceux qui veulent aller en Angleterre, vous avez des ferries, vous avez des trains, vous allez à Douvres, et après, c'est aux Anglais de s'en occuper. Ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il faut reprendre la phrase de Michel Rocard. On ne peut pas régler Accueillir toute la misère du monde. mais il faut en prendre sa part de responsabilité. La France n'en prend pas sa part de responsabilité. C'est une chose évidente. Et beaucoup de pays européens n'en prennent pas leur part de responsabilité. Il faut arrêter le problème des migrations, des réfugiés, vu les situations dans le monde. Ça ne s'arrêtera pas aussi rapidement. Regardez tous ceux qui risquent leur vie en Méditerranée. Donc, il faut trouver une régulation de l'accueil, et cette régulation de l'accueil ne fonctionnera que si tous les pays prennent un peu une partie de... Angela Merkel l'a fait, ça lui coûte cher. Non. Non, ça lui coûte Angela pas cher Merkel, non, vous allez voir, elle va gagner les élections. Sarkozy va les perdre. Oui, mais là, elle les a perdus. Mais non, elle n'a pas perdu. Eh bien, moi, je voudrais qu'un parti au pouvoir en France fasse 32%. En tout cas, l'extrême droite a progressé. Oui, ça c'est vrai, mais On l'Allemagne parle de devient un l'Allemagne, pays hein. normal. Enfin, je veux dire, il y aura en Allemagne 14% d'extrême droite. C'est une situation de normalité. Le problème des migrations, le refus des migrants, il n'existe pas seulement en France, où il y a le Front National, qui, si je ne me trompe pas, fait le double. Oui. Le double, on peut dire ça. À peu près, un ouais, peu ouais, de ce qu'en un peu Allemagne. plus, un peu Et moins, alors, ouais. c'est pas parce qu'on a accueilli beaucoup de réfugiés que ça fait le double. Donc, et Angela Merkel est consciente. Moi, je trouve qu'elle a fait il y a un an. C'était courageux, c'était lucide.
Mais mal préparée peut-être, et c'est pour ça qu'elle le paye, Oui, non? mais elle a fait une autocritique. Moi, je voudrais Oui, que c'est ce qu'elle a dit. quelqu'un... Elle n'a pas dit c'était une erreur ce que j'ai fait. Elle a dit, nous les Européens, donc M. Sarkozy, donc M. Hollande, tous ensemble, on a cru qu'avec les accords de Dublin, on avait réglé quelque chose. Ils n'avaient rien réglé. On n'en a pas souvent l'occasion. On va entendre l'autocritique d'Angela Merkel. C'était lundi. Elle a dit, oui, peut-être que quand j'ai dit on va y arriver, j'ai peut-être été un peu optimiste. Non, mais elle a dit autre chose. Vous prenez que la moitié. C'est toujours la même chose. Dieu sait à quel point nous n'avons pas pris que de bonnes décisions ces dernières années. Si je pouvais, je remonterais le temps de plusieurs années en arrière afin de pouvoir, avec le gouvernement, mieux nous préparer à la situation qui nous a pris de court à l'été 2015. Donc mieux nous préparer, en fait. Oui, mais c'est ça. Et après, elle a parlé de l'Europe. Elle a dit que l'Europe, nous les Européens, nous étions aveugles. Nous voyions ce qui se passait en Syrie et partout. Et nous avons été aveugles de ne pas préparer cette situation. Mais du coup, nous, Daniel Cohn-Bendit, pardon, ça veut dire qu'il faut que les maires soient volontaires, il faut leur demander leur avis, ou est-ce qu'il faut y aller plus fort que ça, quasiment au forceps, en leur disant, pour vous, c'est 1200, pour vous, c'est 1400, et c'est comme ça. Les maires. Les maires Les des villes, maires là où les territoires vont être installés. Écoutez, bon, en Allemagne, il y a une clé de répartition et chacun prend ses responsabilités. Oui, alors après, et ça, on peut faire une critique à Mme Merkel et peut-être au gouvernement, quand il y a un phénomène tel qu'il existe aujourd'hui, ça coûte. Donc, il faut financer, aider les municipalités, les communes à accueillir, mais il y a des tas de gens qui sont prêts à accueillir. Dans le village où j'habite, enfin pas j'habite, où j'ai une maison avec des copains, eh bien, il y a un groupe qui accueille des réfugiés, ça se passe très bien. Il y a des milliers de personnes qui seraient d'accord d'organiser l'accueil d'une ou deux familles. Vous savez, il y a combien de personnes à Calais ? 10 000. 10 000. Il y a combien de communes en France ? 36 000. Donc vous n'allez pas me dire que 10 000 et 36 000, c'est vraiment impossible, que la France va être submergée si on organise ça autrement. Et en parlant de chiffres, il est 8h40, on se retrouve dans 90 secondes. Voici Victor Mattei. Aux États-Unis, l'état d'urgence décrété en Caroline du Nord. La garde nationale appelée en renfort à Charlotte. La ville, théâtre d'une deuxième soirée de violence consécutive après la mort d'un homme noir tué par la police. Cette nuit, un manifestant a été touché par des tirs. Il se trouve dans un état critique. 4 policiers ont également été blessés. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, attendu à New Delhi pour une signature demain. Le gouvernement indien a donné son feu vert à l'achat de 36 avions Rafale du français Dassault, montant près de 8 milliards d'euros, le plus important contrat jamais signé à l'export dans l'avion militaire française. Bernadette Chirac, hospitalisée à son tour hier soir pour souffler un peu, se reposer après les rumeurs sur le décès de son mari. Jacques Chirac est à l'hôpital depuis dimanche pour une infection pulmonaire. Son entourage réclame de la tranquillité. La présence policière renforcée près de la fac de droit de Rouen, l'université évacuée hier par sécurité. Information France Bleu Normandie. Un homme d'une vingtaine d'années en djellaba y a été aperçu par un étudiant en train de prendre des photos, de surveiller les allées. Le jeune homme fiché S a ensuite été interpellé. Maillot jaune en 2004, en 2011 également. Thomas Voeckler, 37 ans, range son vélo, il le dit au journal L'Équipe. Ce sera après le prochain Tour de France en juillet. Le cycliste français tourne la page de plus de 15 ans de carrière. France Info. La suite de l'émission politique de France Info avec Daniel Cohn-Bendit ce matin. Question Jean-Michel. Vous êtes un homme ingénieux, Daniel Cohn-Bendit. Au début de l'année 2016, vous avez fait publier avec d'autres personnalités un appel dans Libération pour éviter que la gauche ne se divise en prévision de l'élection présidentielle de l'année prochaine. Projet mort-né, la gauche n'a jamais été aussi divisée qu'aujourd'hui. Est-ce que vous avez une autre idée dans votre besace ? Non. Franchement, non. Maintenant, voilà, c'est vrai, on n'a pas réussi. D'ailleurs, on a fait un appel, et le lendemain, l'appel était mort. Pourquoi ? Parce que Jean-Luc Mélenchon a dit pas question. À partir du moment où Jean-Luc Mélenchon dit pas question, il est évident que tout le monde va continuer. Chacun va de son côté. Au risque de ne pas être... Ils vont tous individuellement à l'abattoir. Voilà. Ils vont tous perdre, mais ils vont dire « Mais moi, j'ai fait 10%, mais moi, j'ai fait 4%, mais moi, j'ai fait 7%, mais moi, je suis l'avenir. » Et ils vont tous nous raconter que c'est l'avenir. On fait quoi maintenant, à gauche ? Eh ben, à gauche, vous savez, moi, je ne sais pas si je suis de gauche ou de droite. C'est plus malin. Je sais. Vous êtes à droite J'en ai tellement à alors gauche. Moi, j'ai rien à voir avec les souverainistes de gauche. Donc, c'est vrai que c'est difficile.
Un souverainiste de gauche et un souverainiste de droite, ils sont mes adversaires politiques. Jean-Luc Mélenchon est un souverainiste de gauche pour vous? Absolument, D'accord. absolument. Et Arnaud il a un Montebourg. discours sur l'Europe qui est très proche du discours de Marine Le Pen. Enfin, sur l'Europe, sur les raisons. C'est toujours la faute de l'Europe. C'est toujours la faute de l'Europe. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, qu'on m'explique aujourd'hui, la Commission, c'est des méchants, c'est des néolibéraux, etc. Ils prennent une décision incroyable. On s'est battu des années, les hommes de gauche, les femmes de gauche, pour qu'on s'attaque à l'évasion fiscale, à l'optimisation fiscale. Ils prennent une décision, 13 milliards contre appel. Oui. 13 milliards contre appel. Hein. Un Parlement souverain national d'Irlande dit on n'en veut pas. Les Belges disent on n'en veut pas. Est-ce que les Français... Non, ils ont dit, il n'y a pas... Oui, d'accord. Et les Français, ils pourraient faire... Nous, on veut notre part qui nous revient parce que l'optimisation fiscale, il y a toute une partie, c'est d'une évasion d'avoir. Est-ce qu'ils ont fait une demande? Non. C'est-à-dire, c'est la Commission qui défend l'intérêt général, hein, au moins qu'on le reconnaisse. Qu'on le reconnaisse aujourd'hui. On n'aime plus l'Europe en France. Mais on aime, il n'y a pas qu'en France. Nous sommes des fainéants intellectuels. C'est-à-dire que comme c'est compliqué d'expliquer le monde, c'est plus facile de dire c'est la faute de l'Europe, c'est les bureaucrates de l'Europe. Comme ça, on n'a pas à se remettre en cause. Alors, vous n'avez peut-être pas la culture de l'homme providentiel, mais peut-être un homme sauvera-t-il la gauche? Emmanuel Macron, pour lequel beaucoup de gens ont les yeux de chimène. François Fillon, qui est lui de droite, a parlé d'Emmanuel Macron hier lors de son meeting à Paris, au Cirque d'Hiver. Et François Fillon, d'Emmanuel Macron, a dit ceci. Je ne crois pas comme Macron qu'en mélangeant un peu de droite et un peu de gauche, cela va marcher. Ça s'appelle la droche. Et la droche, c'est une tactique, ça n'est pas une politique. De droite, voilà. Ou est-ce que vous êtes de droite? Non. C'est moins bien la droite. C'est moins la droite? Non, mais je veux dire, il faut arrêter. Prenez, on peut être contre, prenez les lois Macron. Franchement. Ouais. La droite devait les voter. Alors ils disent on les vote pas parce que ça va pas assez loin. Ils auraient pu dire ça va pas assez loin, on les vote et puis si on arrive au pouvoir, on ira plus loin. Donc vous pourriez voter pour lui? Ah mais moi je vais vous dire une chose. Dites-moi. Le cauchemar pour moi, c'est un deuxième tour Sarkozy-Marine Le Pen. Ouais, c'est terrible. Et c'est Macron. Ça fait 46% à 50% d'abstention. Il peut éviter ça, c'est Macron? lui qui peut éviter ça? Moi je crois. Vous l'encourageriez à être candidat à la présidence de la Non, moi République? je l'encourage. Je dis, il faut qu'il densifie son discours. Oui. Il faut qu'il y ait des propositions qui musclent son histoire, l'histoire qu'il nous raconte, la vision qu'il a pour la France, pour l'Europe. Mais il a un discours sur l'Europe. Et donc, sur l'écologie, peut mieux faire. C'est vrai qu'il y a un véritable débat. Mais si vous prenez un peu... Sarkozy gagne la primaire de la droite. Oui. Il y a 6 mois, je croyais que c'était impossible. C'est pas impossible. Il peut gagner. Donc, Sarkozy gagne les primaires de la droite. Le centre droit est orphelin. Le centre gauche, est-ce qu'il va se replier derrière Hollande? Non. Donc, vous avez un espace. Si Macron sort aux deux sondages à 3-4% derrière Sarkozy, tous ceux qui s'étaient repliés encore derrière François Bayrou filent vers Macron. Tous ceux qui se replient un peu derrière Hollande file vers Macron et il est à touche-touche avec Nicolas Sarkozy au premier tour. Et vous voteriez pour lui? Ah ben moi, si c'est votez... Sarkozy, moi je vote pour celui qui est le mieux placé pour éviter un deuxième tour. Sarkozy. Dès le premier tour? Non, dès le premier tour. Bien sûr. Dès le premier tour pour éviter Sarkozy. Second tour, dites-vous, Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy. Moi je veux donc. Et puis si vous avez un deuxième tour, Macron, Marine Le Pen, Macron est président. Alors Nicolas Sarkozy est en campagne, bien sûr, parce que vous l'avez dit, c'est pas impossible qu'il gagne la campagne des primaires. Malheureusement. Lui, il y croit, il est en campagne. Alors chaque jour, il a des petites phrases qui marquent le débat, de manière positive ou négative. Écoutez celle d'hier soir. Moins ils ont à dire, plus ils veulent le dire. Ici, c'est la France, c'est pas le Gabon. Si vous voulez retourner au Gabon, allez-y. Son meeting était interrompu par des opposants à Ali Bongo. Et donc, il a dit ici, c'est pas le Gabon. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez l'ancien président de la République, Daniel Cohn-Bendit? Ce que je n'aime pas, c'est qu'il dit n'importe quoi. À ce point?
Oui, à ce Il point. y en a d'autres, hein? À ce point, oui, mais vous me demandez ce que je n'aime. D'accord. Vous ne m'avez pas demandé, est-ce qu'il y a d'autres gens que je n'aime pas, à part... Vous voilà. répondiez à ma question, donc je ne peux pas me plaindre. Voilà, non, je crois que, franchement, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, et ça me fait peur, est prêt à tout pour gagner des élections. Moi, je trouve que... Et c'est comme Donald Trump. Je m'excuse, c'est exactement la même chose. Chaque jour, il invente quelque chose, il durcit pour rassembler d'abord son camp. Moi, je crois que cet homme-là, avec cette campagne, de la manière dont il amène, ne pourra pas rassembler après. Parce que, bon, moi, je veux bien, il fait 23% au premier tour, 25%. Ouais. C'est pas la majorité des Français. Donc après, il faudra rassembler. Et il tape sur tout le monde. Vous êtes tous des idiots, mais après, il voudra les électeurs de gauche. Mais Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen au second tour, Daniel Cohn-Bendit est obligé de choisir. Écoutez... Qu'est-ce que vous faites? Ben moi, je vais vous dire. Oui. Il y a 6 mois, je m'engueulais avec tous mes copains. Je fais campagne pour Sarkozy. Aujourd'hui, quand je vois sa campagne, je suis muet. Je suis paralysé. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je me dis, et c'est pour ça que je me casse la tête, comment on peut éviter. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est d'éviter d'une manière la plus intelligente qu'il y ait un second tour Sarkozy-Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, vous pourriez vous abstenir? Aujourd'hui, j'ai la main qui tremble. Alors, vous savez, oui, si on voit les sondages, il y a 46 à 50% des Français qui peuvent s'abstenir. Je veux dire, le second tour, imaginez qu'il y ait 40% d'abstention et qu'il gagne à 55%. Il a à peine 30% des Français derrière lui. En revanche, vous votez Juppé sans vous boucher le nez si c'est un Juppé Marine Le Pen ou pas? Juppé, sans problème. Non pas que je sois d'accord avec lui, mais voilà, ça va passer. C'est la droite, disons, libérale, plus ou moins ouverte. Ça, c'est la démocratie. Je veux dire, c'est les populismes à la Trump, à la Sarkozy, c'est de mettre en danger les structures. On arrive à Kaczynski, on arrive à Orban. Merci. Voilà un peu l'avenir que nous promet un Sarkozy. Daniel Cohn-Bendit, c'est pas fini. Vous restez avec nous. L'info en 90 secondes et à 8h50, c'est Victor Matet. Bernadette Chirac doit souffler, récupérer un peu, indique son gendre, l'ex-première dame, hospitalisée à son tour à la Salpêtrière. C'est dans cet hôpital parisien que se trouve depuis dimanche Jacques Chirac. Face aux rumeurs sur son décès hier, sa famille demande de la tranquillité. Les vendanges ne sont pas encore terminées en France, mais une chose est sûre, elles ne seront pas bonnes. Moins 10% de récolte en moyenne cette année d'après le ministère de l'Agriculture, jusqu'à moins 35% par exemple dans le Val-de-Loire. Après la mort d'un homme noir abattu par la police avant-hier, une nouvelle nuit de violence à Charlotte, dans l'est des États-Unis. Le gouverneur de Caroline du Nord décrète l'état d'urgence. La garde nationale est appelée en renfort. Un manifestant blessé par balle cette nuit se trouve dans un état critique. 4 policiers sont blessés. Au moins 42 morts, le nouveau bilan du naufrage hier d'un navire de migrants près des côtes égyptiennes. L'embarcation transportait jusqu'à 450 personnes d'après les témoignages de survivants. L'armée en a recensé pour l'instant 150. En football, le mot du jour, doublé. 2 nouveaux buts pour la star italienne Mario Balotelli. Nice écrase Monaco 4-0, mais surtout prend la tête du championnat. Doublé aussi pour Nabil Fekir, carton de Lyon 5-1 contre Montpellier. 2 buts, là encore, pour Gomis, mais pour une défaite sur le fil. Marseille s'incline à Rennes 3-2, l'OM qui reste 15e. France Info. La suite de l'émission politique sur France Info avec Daniel Cohn-Bendit. Ce matin, question Gilles Bornstein. Oui, l'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a rejoint la banque Goldman Sachs. C'est contesté. Lui-même y voit une forme de discrimination. C'est ce qu'il a dit hier dans l'émission Le Quotidien de Yann Barthès. On l'écoute. Je n'ai fait rien d'irrégulier, au contraire. Les gens peuvent accepter au pain, mais j'ai respecté tout à fait les règles. D'autres personnes qui ont travaillé pour la même banque n'ont pas été l'objet d'aucune mesure. Donc je crois que c'est clairement une discrimination non seulement contre moi, mais contre une entité financière qui est une entité légale qui opère selon les règles en toute l'Europe. C'est la Commission que vous aimez, ça ?
Non, mais c'est comme ça. Voilà, bon, on peut. Il y a Nelly Kroes, l'ancienne commissaire, qui vient de se faire prendre aussi. Compte offshore aux Bahamas. Voilà, elle était diriger une société offshore aux Bahamas, etc. Non, mais M. Barroso a été choisi par les gouvernements à l'époque. Et comment voulez-vous que l'Europe soit populaire quand on voit ça? Mais parce qu'il faut comprendre le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est on élit des gouvernements qui choisissent des personnalités comme M. Barroso. La démocratie, c'est comme ça. Enfin, l'Europe, pourquoi? C'est marrant. Hein. D'un côté, on a Barroso. D'un autre côté, je reviens à Mme Vestager. On en parle 10 fois moins. Alors que c'est la commissaire qui a mis 13 milliards d'amende sur appel. D'amende sur appel, qui s'attaque maintenant à Engie en France, qui s'attaque à l'optimisation fiscale. Pourquoi vous ne faites pas une émission tous les jours sur elle et dit, vous voyez, la commission s'occupe de ça. Ça, on n'en parle pas. Good news is no news. Hein. Ça, c'est France Info, c'est Europe, c'est partout, c'est la même Vous nous donnerez son 06, vous nous donnerez son 06, on l'appellera. Mais là, vous dites la démocratie, c'est comme ça. Vous avez dit il n'y a pas tellement longtemps sur France Inter que la démocratie, c'est pas formidable et que les peuples n'ont pas toujours raison. C'est vrai. Donc. Et les gouvernements n'ont pas toujours raison. Et d'avoir choisi Barroso, ils n'ont pas toujours raison. Et que les peuples n'ont pas toujours raison, c'est difficile à dire. Hein. C'est compliqué. Non. Je ne dis pas que vous avez tort, mais c'est difficile à dire. Hein. Mais oui, mais parce que tout est difficile à dire. Est-ce que quand le peuple allemand vote majoritairement pour Hitler, il a raison? Non. Non, d'abord, il n'a jamais voté majoritairement pour Hitler. Mais c'est pas vrai. Au référendum, il a voté majoritairement après. Pour la prise de pouvoir. Voilà. Il y a peut-être d'autres exemples que celui-là. Mais il y a d'autres exemples. Quand le peuple hongrois donne 60% à Orban, il n'a pas raison. Quand on donne plus de 55% à Kaczynski, qui aujourd'hui détricote la démocratie en Pologne, le peuple polonais n'a pas raison. Alors les Anglais, en revanche, ont voté pour le Brexit. D'ailleurs, ils n'ont pas raison. Vous croyez qu'il y aura un Brexit, sérieusement, ceci dit? Ça va être difficile. Vous vous rendez compte un peu, mais ça c'est extraordinaire. Si vous reprenez le Brexit, l'histoire du Brexit, on leur a promis, mais monts et merveilles aux Anglais. 2 heures après, les 2 grandes promesses avaient été mises de côté. Aujourd'hui, vous avez un gouvernement anglais qui ne sait pas quoi faire, comment. Alors ils disent on va faire le Brexit, mais ils ne savent pas comment. Je dis que là, c'est vrai qu'on a des difficultés. Je ne dis pas que le peuple n'a pas le droit de ne pas avoir raison. Je dis simplement... C'est trop compliqué, là. Le peuple n'a pas le droit de... Oui, le peuple peut se tromper. C'est un droit en démocratie de se tromper. Voilà, c'est tout. Mais il faut arrêter. Et tous ceux qui parlent au nom du peuple, moi je dis, le peuple n'existe pas. Vous avez plusieurs... Il y a plusieurs peuples. Il y a le peuple de gauche, le peuple de droite, le peuple des homosexuels, le peuple des bi, le peuple des tris, etc. Il faut arrêter. Les tris quoi? Les triglycérides. Vous avez beaucoup de vies, Daniel Cohn-Bendit. Guy Birenbaum s'est penché sur la dernière. Il y a une vie qui me passionne, c'est depuis que vous êtes devenu acteur, puisque vous avez joué votre propre rôle dans la série Fais pas ci, fais pas ça, et on a sorti un son qui nous semble très très intéressant. Renaud, c'est dans la configuration politique actuelle, je suis peut-être plus centriste que toi. Mais c'est pas ça le problème. Tu me fais penser à un Tsipras blond. Ah bon? Mais tu sais, le grec, il s'est fait niquer par Merkel, il s'est fait niquer par Hollande, il s'est même fait niquer par son copain Varoufakis. Alors, sérieusement, si t'as besoin de conseils, je suis là. Et moi, je suis réglo et je nique personne. Alors là, déjà, pardonnez-moi, mais je suis réglo, je nique jamais personne, c'est sûr? C'est sûr, en politique. C'est vrai? Oui, ah bah absolument. Nicolas Hulot, par exemple. C'est pas tout à fait un rôle de composition, en fait, visiblement, si? C'est pas tout à fait un rôle de composition. Ah non, c'est lui, il joue son rôle. Non, mais c'est moi. J'ai bien compris que c'était vous, oui. C'est vous qui l'avez écrit. Un texte, il m'avait mis un texte, voilà. Et c'est moi qui ai corrigé, qui ai rajouté pour le mettre tout à fait au goût du jour. Non, mais Nicolas Hulot, moi, à un moment, j'ai eu une réaction, c'est vrai que c'était méchant, à la sortie d'un film qui ne m'a pas plu, et j'ai dit, le film ne m'a pas plu. Bon, d'accord, je me suis excusé, c'était pas bien. Mais Nicolas Hulot, hier, sur France France Inter, dit, j'étais seul, je n'étais pas prêt, j'avais pas d'équipe. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il avait une équipe, ils étaient préparés, ils avaient même... Vous lui en voulez?
Non, je lui en veux pas. Je dis qu'il dise qu'il ne pouvait pas. Il a le droit. Mais de mettre ça sur le dos des gens qui ont travaillé pour lui, qui avaient tout organisé, je trouve que c'est pas fair play. Merci Daniel Cohn-Bendit d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous. À demain.